Bonjour à tous, je me permets de commencer maintenant, on a un petit peu de retard, mais la conférence d'avant a du retard. Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Nicolas Wurtz, je suis aujourd'hui chef de projet dans la direction digitale à la Fab Design chez SNCF. Et j'ai passé 15 ans de ma vie à conduire des trains avant. C'était rigolo, mais au bout d'un moment, je me suis ennuyé. Je vais vous parler de Graou. Et avant de vous parler de Graou, de ce que c'est, il n'y a pas de faute de typo, hein, ordinateur, c'est voulu, parce que sinon ça sonnait moins bien. Je n'avais pas choisi le nom à l'époque où je pensais que je voudrais vous en parler aujourd'hui. D'abord, vous parler de ma petite PME à laquelle j'appartiens, qui s'appelle SNCF, qui contient qui fait les 15 000 trains français de voyageurs par jour, qui a un chiffre d'affaires de 32 milliards. Alors, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais c'est pour juste vous mettre dans le contexte et puis vous donner des vrais chiffres et des vraies données depuis l'intérieur de mon entreprise. C'est un peu compliqué, je pense que j'avais un torticolis à la fin de la journée. J'essaie de me concentrer sur un des deux slides, m'en voulez pas ceux qui sont de l'autre côté. Je changerai à maintenant. On a 260 000 salariés dans 120 pays, c'est quand même un grand groupe, avec plein de filiales. J'insiste sur ces filiales parce que ça démontre de la richesse de ce qu'on peut faire. On ne fait pas que des trains, on fait 60% des camions en France. Il y a Keolis, c'est une filiale qui fait du transport de voyageurs un peu partout, à Dijon, à Boston. Il y a Ouibus et Altametris. Altametris, c'est intéressant, c'est une filiale d'SNCF qui fait des drones. Et on est leader en Europe là-dessus. Parce que les drones, ça coûte moins cher pour surveiller les voies, surveiller les caténaires, donc les fils qui sont au-dessus des voies. Et pour le coup, autant qu'on soit plutôt bon là-dedans pour économiser et pour faire des choses un peu plus modernes. SNCF est constitué aujourd'hui encore, ça va changer bientôt peut-être, de 3 EPIC, donc de 3 établissements publics d'intérêt commercial. La tête, SNCF, qui contient les fonctions support, la DSI, tout ce qui est RH. À laquelle j'appartiens, direction digitale est là-dedans. Il y a SNCF Mobilité qui fait un peu le gros de la mobilité, donc c'est le transporteur, ça va être les trains voyageurs, les trains fret, Géodis, c'est le genre de filiales qui appartiennent aussi à Mobilité. Et ensuite SNCF Réseau, enseignement RFF, qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure et de son entretien. Dans SNCF Mobilité, on va tout doucement aller un peu plus précis, on a 4 activités principales que vous connaissez bien, voyage avec TGV, Transilien pour Paris, Intercité et TER. En gros, Transilien, c'est une région TER qui ne veut pas s'assumer. Bon, il n'y a pas de Parisiens ici, je me permets. Et dans SNCF Mobilité, vous avez les agents de conduite et les agents du service commercial des trains, et c'est ça dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Donc les ADC auxquels j'appartenais avant, il y a à peu près 12 000 agents et 8 000 agents, 8 000 contrôleurs, comme on les appelle entre nous. Et pour un roulant, donc un agent qui est dans les trains, qui se déplace, qui est en mobilité, qui conduit ou qui va faire le service commercial à bord du train, il a un planning pour s'organiser. Et ce planning, ça ressemble à ça. Alors, on va passer 20 minutes dessus. Non, je déconne. Vous expliquer rapidement comment ça marche. En gros, vous avez... on a du laser là-dessus? Ouais. En gros, vous avez, en haut, en abscisse, l'heure. Et en ordonnée, vous allez avoir la liste des journées de service. Par exemple, ça se lit donc de gauche à droite. Vous allez avoir un numéro de journée. Ensuite, le détail de cette journée. On sait qu'elle va commencer vers 10h et quelques. Il y a un taxi au début. Et les traits noirs, ce sont des trains qui vont d'un endroit à un autre, etc. Il y a plusieurs variantes, suivant les jours de la semaine, suivant les jours de l'année. Et puis il y a un aller. Donc on va aller de Strasbourg à Célestat dans cette journée-là. Et en bas, vous avez le retour. Et des journées comme ça, dans un roulement de service de conducteur ou de contrôleur, vous en avez... des fois plusieurs centaines avec les variantes qui existent. Donc, il faut lire ça à sa prise de service, on a 13 minutes. Il ne faut pas se tromper, pas lire la mauvaise ligne, parce que des fois on loupe un train et c'est un peu dommage pour les clients derrière. Et toutes ces tournées sont organisées dans ce qu'on appelle une grille de service, et c'est un peu le nerf de la guerre, c'est l'enchaînement de ces journées dans la semaine. Et c'est intéressant parce que ce tableau peut se lire de 2 manières différentes sur le profil. Soit on est conducteur-contrôleur, on va le lire de gauche à droite, ligne par ligne. Soit on est gestionnaire de moyens de ces agents-là, donc l'organisation du planning, on va la lire en colonne. Dire que sur la colonne du lundi, vous savez que toutes les journées sont faites le lundi, par différents agents. Un agent, lui, va lire la ligne 1, par exemple, il commence le 10 août, il fait la E321, le 17 août, une semaine après, il fera la E220. Pendant que son collègue, lui, qui était semaine 2, fera la E410. Donc si je sais que je fais telle date, telle journée, je sais que 3 semaines après, je ferai telle autre journée. Vous suivez? À peu près. Donc, on passe quand même une semaine en formation de conducteur au début pour apprendre à lire tout ça et à comprendre. Et puis après, on passe des années à expliquer à nos conjoints comment ça fonctionne. Parce que ce qui se passe, c'est que ça, on le retrouve sur le frigo. Et j'explique à mon épouse et je lui dis, bah voilà, alors, telle date je fais ça, mais là j'ai posé congé, puis ça se lit comme ça. Et puis elle passe son temps à me demander, oui, mais j'ai pas compris, là, qu'est-ce que c'est, etc. C'est pas qu'elle est pas brillante, loin de là, bien plus que moi, mais elle a pas envie de se casser la tête à comprendre ça. Et moi, j'avais pas envie de me casser la tête à passer ma vie à rentrer dans mon Google Agenda toutes ces données. Et en août 2014, je me suis dit, faut simplifier tout ça, il faut que j'arrête de perdre du temps à passer 2 heures tous les 6 mois à faire ça. J'ai plutôt passé 3 mois à développer quelque chose. C'est vachement plus rentable. Et donc, j'ai
transformer ceci en quelque chose de plus numérique. Et Graou, c'est quoi? Graou, c'est juste ça. Ce sont ces données-là qui sont mises ensemble dans des bases de données. Puis j'ai rajouté l'open data, j'ai rajouté le temps réel, la régularité, ce genre de choses. Je me dis, ah, ça peut être intéressant. Mais déjà, on va afficher la même chose, mais de manière numérique pour moi, et pourquoi pas pour mes collègues. Donc ça donne ça, tout simplement. On a la même chose qu'avant, légèrement enrichi, parce qu'on a un peu plus d'informations ajoutées, on a des petits trains, des petites photos, parce que c'est quand même plus sympa. Et on va pouvoir se balader dans le système. On peut cliquer sur une journée et on va voir le contenu de cette journée-là. Donc ça permet en gros d'organiser tout ça pour créer des interactions. Parce que si j'ai accès à ça, mes collègues ont accès à ça. Si je dis par exemple que telle date, tel jour, je fais telle journée, si un collègue fait une recherche sur le train qui est contenu dans cette journée, il va savoir que c'est moi qui fais cette journée-là. Donc on va pouvoir s'organiser. On va pouvoir répondre toujours à ces questions, qui, quoi, comment, où et quand. En fait, mettre des noms finalement sur des numéros. Mettre des couleurs, faire un peu du I, un peu du X. Alors à l'époque, je découvrais ces notions-là, mais c'est intéressant parce que je suis du métier. Je savais de quoi j'avais besoin et quelque part, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir quelque chose qui corresponde à ce que je connaissais déjà, le papier, mais sous forme numérique, responsive, etc., etc. Et puis bien sûr, l'évidence pour moi, la première chose, l'exportation, la synchronisation au format e-calendar pour que mon épouse puisse avoir sur son téléphone, il fait tel train, il fait telle journée à tel moment. Bref, et on retrouve cette journée donc, de service, même manière, mais légèrement améliorée, c'est du CSS déjà, donc c'est pas du bitmap, on peut zoomer dessus, on peut l'agrandir. Il y a la météo, alors ça peut paraître anodin, mais pour un conducteur qui sait qu'il va avoir une coupure à Metz, donc MZ au milieu, et ben s'il voit qu'il va peut-être pleuvoir un peu, il prévoit son parapluie, ou il prévoit autre chose que d'aller se balader en ville, etc. Et ça nous change la vie, c'est des petits détails comme ça, mais qui pour des gens qui sont tout le temps en mobilité, quelque part qui transportent leur maison sur leur dos, ben de se dire qu'on va plus ou moins la charger cette maison. Et on a plein d'informations supplémentaires. Donc on va avoir la durée de la journée, ce genre de choses qu'on n'avait pas forcément avant, pas mal d'indicateurs. Et on va avoir des informations sur ces trains et sur ces choses. Parce que si on lit un petit peu le système, au tout début de la journée, vous voyez une sorte de flèche qui descend, ça s'appelle une relève. C'est-à-dire qu'il y a un train qui arrive, un autre collègue qui le conduit, je vais le voir, je prends sa machine, et avec cette machine-là, je ferai le train qui suit ensuite le grand trait noir horizontal. Jusqu'à présent, ce train, c'était juste un numéro. Je ne savais pas qui le faisait. Maintenant, si je clique dessus, je vais avoir la liste des arrêts de ce train précédent, je vais avoir le nom du collègue, le nom du contrôleur, peut-être m'organiser avec lui parce que il arrive à 11h10, je pars qu'à 11h35, peut-être que j'ai envie d'aller manger à la cantine à Strasbourg, je ne sais pas. Et donc, je sais que si j'arrive sur mon train à 11h30, que le train tourne, il n'y a pas de souci. Donc, je peux lui passer un petit coup de fil, lui dire, écoute, on s'arrange. Il me laisse l'engin tourner sur le quai, là où il va partir. Moi, ça me permet de prendre un peu plus de temps pour déjeuner. Et puis ensuite, je fais le train comme prévu. Et ça gêne personne, on a tous un petit peu gagné. Et lui n'est pas censé, et lui va pas m'attendre pendant des heures. Bref, en cliquant sur un numéro de train, donc pour le coup, on va avoir un peu plus d'informations, la liste des arrêts. On va avoir le nom du contrôleur, le nom des agents qui sont prévus dessus, puisque les agents peuvent très bien être acheminés d'un endroit à un autre. Parce qu'il n'y a pas que des conducteurs et des contrôleurs, il y a aussi simplement des conducteurs en acheminement vers une autre gare pour faire un autre train. Et pour le coup, si on a un pépin sur le train ou autre, on va savoir qu'on peut compter sur peut-être potentiellement 4 agents qui peuvent nous aider pour informer les voyageurs si on a un problème, pour nous aider à dépanner, parce que bien souvent, face à une machine diesel qui marche bien la plupart du temps, quand elle ne marche pas, on est content de pouvoir compter sur des collègues qui s'y connaissent un peu. Bref. En plus de ça, alors là c'est une vieille version, mais on peut avoir, maintenant il y a la régularité, il y a les statistiques de retard, de suppression, l'affluence dans certains cas, et même le numéro de la machine, ce qui permet dans un triage quand vous avez 4 machines identiques, maintenant on sait tout de suite. Alors vous me direz comment on faisait avant. Avant on passait des coups de fil. On passait des coups de fil pour savoir qui faisait quel train, on passait des coups de fil pour savoir quel était le numéro de cet engin, et nous ça nous faisait perdre du temps. Les agents qui faisaient la gestion, ils n'étaient pas là pour répondre au téléphone, ils étaient là pour gérer les engins, gérer les agents. Et ça leur faisait perdre du temps aussi. Donc imaginez 10 minutes par jour, simplement, par dépôt, 300 dépôts en France, fois 365, de gagner juste à ça. J'ai compté, ça fait à peu près 7 agents à temps plein. On peut embaucher en plus, voyons les choses de manière positive. Bref, on peut avoir plus de détails là-dessus. On peut chercher non seulement des numéros de train, mais on peut aussi chercher des parcours. Si on prend par exemple un Paris-Est-Meaux, les collègues vont pouvoir voir la liste de tous les trains de cette journée-là, entre Paris-Est, entre Meaux, voir qui est-ce qui les fait, les journées, les types d'engins, et là on a les statistiques de régularité ou autres. Ça permet tout simplement, je vais m'acheminer, je vais partir de chez moi pour aller travailler, je vais peut-être choisir le train où c'est quelqu'un que je connais qui le fait, ou simplement celui qui a le plus de chances d'être à l'heure parce que celui-là a peut-être d'autres problèmes parce qu'il vient de plus loin, etc. Bref, c'est remettre ces informations de production ferroviaire dans les mains de ceux qui la font, cette production, et pas d'être juste au milieu quelque part d'un désert où on voit des collines un peu partout, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Là, on met des petits pics un peu partout avec des pictos et des informations là-dessus. Bref. Et une des grosses parties, quelque chose de très important dans le système et qui était très attendu, c'est la gestion de ce qu'on appelle les découchés. C'est-à-dire que le fait qu'un soir sur deux, on dort ailleurs que chez nous. Et on aime bien s'organiser, on aime bien se retrouver. On est des agents qui travaillent plus souvent tout seuls.
et pouvoir se retrouver le soir, ne serait-ce que pour parler de rien ou d'autre. Bon, en général, on parle métier, malheureusement. Mais c'est plutôt intéressant. Et donc, comme le système, je sais dans les données qui fait quoi à quel moment, on sait qui dort où, qui va passer à quel endroit, etc. Et pour le coup, on va pouvoir se retrouver et s'organiser là-dessus. Donc on a une messagerie, ça gère les allergies de manière anonyme. Moi je mange pas de porc, moi je mange pas de cacahuètes, moi je bois pas d'alcool, etc. Qui fait à manger, parce que des fois on peut faire à manger, on peut faire les courses, on peut sortir, etc. Donc là c'est un petit découché, on est on va dire une vingtaine à peu près, mais Paris Montparnasse ils sont une centaine. Bon, ils vont pas sortir tous ensemble au resto à 100, par contre j'ai eu des envois de photos sur Twitter, ils m'ont envoyé une grande tablée de 20 personnes, c'est super, on a pu se retrouver, il y en a de Perpignan, il y en a de Bordeaux, il y en a de Toulouse qui sont là pour manger tous ensemble, discuter, et puis apprendre à se connaître, etc. C'est souvent des gens qu'on connaît déjà parce qu'on se croise, mais avec qui on n'a pas forcément l'occasion d'échanger. Et là pour le coup ça crée du lien. Ça crée de l'échange. Bref. Et une autre dimension très importante qui était beaucoup attendue, c'est le partage des plannings. Parce que, imaginez-vous un contrôleur et une conductrice qui sont ensemble, qui doivent s'organiser pour gérer leurs enfants. Ils ont un planning comme ça. Comment ils font ? Ils prennent 2 heures toutes les semaines, ils regardent leur planning, ils cherchent les moments en commun, les moments non en commun, quand est-ce qu'on a besoin d'une nounou ou des grands-parents, etc. Là, il n'y a plus besoin. Ils se partagent leurs données dans le système leur trouve automatiquement quels sont les moments où ils vont être tous ensemble au même endroit. Que ce soit pour un couple, ou alors pour des groupes de musique, des clubs de foot. Et on en a tout plein. Et ça permet de s'organiser, les copains de promo, autres de l'école de conduite, ce genre de choses. On peut savoir sur quel train on est ensemble, et le système va trouver automatiquement, sur le mois qui vient, les moments où on est soit ensemble, soit justement séparés. Bref, et des statistiques. Alors c'est parce que moi j'aime beaucoup les camemberts, ce genre de choses. Je sais pas, chacun sa passion. Et l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut affirmer ou infirmer le ressenti qu'on a par rapport à notre métier ? Est-ce que je fais très souvent cette journée de service-là ou pas ? C'est l'impression que j'ai, est-ce que c'est vrai ? On a une statistique là-dessus. Combien de temps je passe à la maison ? Combien de temps je passe au travail en semaine par rapport au jour ? Combien de temps j'ai passé en tout à travailler cette année ? Pour répondre au vieux tonton un peu fasciste qui vous dit « Oh, les cheminots, ils foutent rien ». Si, ils travaillent, et pas qu'un peu. Et ils sont bien souvent pas chez eux. La liste des trains sur lesquels on a roulé, la liste des lignes sur lesquelles on a roulé, c'est important, c'est le maintien des connaissances. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, sans avoir roulé sur une ligne ni sur un type de machine, j'ai peut-être oublié, j'ai peut-être plus autant d'assurance qu'avant, et il y a une réglementation qui dit qu'au bout de 6 mois, il faut demander une formation. Sauf que, croyez-moi ou pas, avant l'arrivée de cet outil, il fallait chercher à la main, dans les données, dans les papiers, quelle était la dernière fois qu'on avait roulé sur telle ou telle ligne. Aujourd'hui, ils ont des outils de production interne qui permettent d'avoir cette information-là, mais pas encore sur les engins. Ils l'ont sur les lignes, mais pas sur les engins. Bref, là, on l'avait, et bien souvent, les gestionnaires de moyens demandaient aux collègues, c'est la dernière fois que tu as roulé là-dessus, regarde dans Garou. Oui, c'est là. Bref, plein d'informations comme ça pour infirmer un petit peu le ressenti qu'on a au métier. Puis si vous regardez sur Twitter un petit peu en début d'année, vous verrez, tout le monde poste sa petite stat. Moi j'ai fait tant de kilomètres, moi j'ai fait tant d'arrêts. Et c'est important, un conducteur de TGV qui fait 3 arrêts par jour n'a pas le même ressenti qu'un conducteur de TER qui va en faire 60. Et en termes de pénibilité, c'est des indicateurs qu'on n'avait pas forcément avant, qui vont permettre aussi d'évaluer tel ou tel roulement de tel ou tel endroit. Peut-être qu'à Narbonne, ils font en moyenne moins d'arrêts qu'on en fait à Strasbourg. Et ça, c'est plein de petites choses qu'on va pouvoir comparer, discuter, échanger, et un peu se réapproprier toutes ces informations-là. Et pour finir un petit peu sur l'outil en lui-même, l'assemblage de données. Vous connaissez ce type d'affichage qu'on trouve en gare un peu partout, les départs, les arrivées. Vous me direz, rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, on a quand même le type de machine à côté. Bon, certes, c'est plus cosmétique qu'autre chose, mais vous avez aussi à gauche le numéro de cette machine. Et en fait, surtout, vous pouvez par-dessus ces données rajouter le nom des agents. Et on revient à ce que je disais avant. On a des numéros de train, on a des machines, on a un système, mais dans le système, on remet de l'humain. On remet ces personnes-là qui sont à bord de ces trains. Et donc, quand je suis en gare à Toulouse, à cette heure-là, je me dis, voilà, tous ces agents-là, ce sont peut-être des copains, peut-être des connaissances ou autres, ils sont en gare, ils sont là, où ils vont arriver, où ils vont repartir. Et ça change tout. Un chef de conducteur, par exemple, qui doit rentrer chez lui, qui se dit, je vais peut-être en profiter pour suivre, s'il y a quelqu'un de mon équipe pour faire un suivi, pour en profiter sur mon trajet retour, ça m'économisera du temps, et il va pouvoir automatiquement choisir peut-être le train pour rentrer chez lui, qui sera le plus en accord avec le besoin de suivre son équipe. Il a des outils pour ça, bien sûr, mais là, on va permettre encore une fois d'allier la partie perso et la partie pro en mettant ces données ensemble. Bref. Oui, dernière chose, la création de données. Alors ça, c'est une petite lubie de ma part. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de graphe, ça s'appelle un graphe de circulation. C'est des régulateurs pour surveiller les trains sur des lignes. Comment ça se constitue ? En données d'entrée, vous avez uniquement les horaires, la liste des gares et la géographie des gares, leur distance en kilomètres. Vous mettez la distance en kilomètres en ordonnée, vous mettez en abscisse l'heure et vous tracez des traits. Donc forcément, les trains qui vont de haut en bas descendent en diagonale et les trains qui vont de bas en haut vont dans l'autre sens. Donc au moment où les lignes se croisent,
c'est l'endroit et l'heure où le train se croise. Donc on recrée une nouvelle donnée à partir d'une donnée existante. Alors à quoi ça sert? La question qui arrive ensuite en général. Ça sert pas toujours à grand chose, mais en tout cas pour nous conducteurs, mais ça peut servir dans certains cas, savoir quel est l'idiot qui a laissé ses pleins phares allumés quand on l'a croisé tout à l'heure, ou surtout sur les petites lignes où on est en voie unique, où souvent le premier qui arrive en découché n'est pas celui forcément qui a le temps de faire les courses. Mais avec ce système-là, je vais savoir quel est le train que je croise de celui souvent qui peut faire les courses avant, parce que l'autre a une coupure à l'endroit où on fait à manger, on va pouvoir se donner des informations. Donc au moment où on se croise à la gare en question, on a peut-être 1 minute 30 secondes. Je sais qui c'est, je sais que je lui envoie un message, je dis écoute, sors la tête de la machine sur le quai, comme ça on peut discuter, tu peux me passer le sac de courses et repartir. Ça paraît anodin, mais ça 15-20 fois par jour, eh ben, ça change la vie. Encore une fois. Bref, et tout ça, on peut créer des grilles, créer des roulements, on peut s'en servir pour gérer une petite entreprise ferroviaire, parce que la donnée n'est pas toujours en qualité, on en reviendra après. On peut effectivement suivre tout ce qui concerne son métier et remettre de l'humain dedans, avec qui, comment, quoi. Rechercher dans ces données, chercher la dernière fois que j'ai fait tel train, tel type d'engin, etc. Les vacances scolaires, les demandes de congés, des choses qu'on ne pouvait pas forcément suivre autrement qu'à l'époque avec un petit carnet. Et puis ensuite, ce que je suis en train de développer, c'est toute la partie covoiturage. Des agents qui commencent très tôt le matin parce qu'ils font les premiers trains où ils ouvrent les gares. Ils n'ont pas de train pour les acheminer sur leur travail, donc ils prennent leur voiture. Et souvent, ils arrivent à 3 ou 4. Ben mince, si on avait su, on aurait voyagé ensemble. Donc là, toujours en reprenant les données comme source d'entrée, en mettant une petite interface derrière, ils vont pouvoir se retrouver, ils vont pouvoir voyager ensemble, etc. L'ouvrir aux sédentaires, parce qu'un agent de gare va être intéressé par savoir quels sont les roulants qui naviguent dans sa gare. Puis si le soir, il est tout seul en train d'aiguiller ses trains, peut-être 1 heure de pause, peut-être pouvoir aller manger avec ceux qui sont en train de festoyer en face, avec qui il n'avait pas de lien jusqu'à présent, parce que c'est pas forcément la même entité. Voilà. Puis des synchronisations, ça c'est déjà en cours, il y a pas mal de choses voilà, qui sont encore à venir. Je vérifie l'heure, juste pour pas déborder. Ça va. Bref, tout ça, comment ça tourne? On va parler un petit peu plus technique maintenant. Qui n'est pas trop développeur dans la salle? D'accord, je vais quand même faire attention. Non, mais a priori, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas trop bon non plus. Sur quoi ça tourne? Voilà. Le contexte aujourd'hui, Graou, c'est 19 000 utilisateurs par jour. C'est-à-dire j'ai à peu près 18 000 connexions et il y a 19 000 utilisateurs inscrits. Il y a 800 000 vues par jour en moyenne. J'ai mesuré des pointes à 250 requêtes secondes, ce qui est quand même pas mal. La base de données est toute petite, 20 gigas de données, mais qui sont tout le temps mises à jour. C'est-à-dire j'ai quand même 1 giga de données qui, matin et soir, sont transformées, retravaillées. Donc il faut gérer ces pointes-là, gérer les accès concurrents, etc. En gros, les données viennent de l'Open Data SNCF, que vous connaissez peut-être. Il y a des données internes, ça c'est le planning des agents, donc le planning théorique, les roulements qu'on a vus avant, et le planning temps réel. Ça veut dire la production qui a été modifiée pour s'adapter par rapport aux différents aléas. Et ensuite d'autres open data, comme la météo, pas mal de géolocalisation, ce genre de choses. Bref, ça c'est un petit peu ce que contient Graou en soi. Et c'est hébergé sur... alors, il y a une seule machine en gros qui fait tourner ça avec un truc assez puissant qui tourne bien. Il y a une petite passerelle interne, c'est pratique pour pusher les données, parce qu'en interne c'était compliqué de faire héberger ça en interne. J'expliquerai après pourquoi sur l'histoire du process. Et il y a un serveur mail dédié, parce que payer MailChimp pour envoyer 3500 mails de notification, de suivi serveur, etc., c'était pas possible. Alors c'est peut-être un peu exagéré aujourd'hui, parce que ça a drastiquement baissé, parce que j'avais un log check qui était beaucoup trop élevé, on va dire, et qui m'envoyait des mails toutes les heures, beaucoup trop. Mais bref, voilà. En gros, c'est toute petite infrastructure, et à ma grande surprise, finalement, ça suffit largement. Bref, pourquoi c'est hébergé chez moi et pas en interne? Parce que je suis tout seul. Et encore aujourd'hui, après 4 ans, ça fait 4 ans que ça tourne ce système, je suis toujours tout seul, je suis toujours bénévole sur cet outil. Parce qu'on n'a pas réussi à trouver de modèle pour l'instant dans mon entreprise pour faire en sorte que je puisse développer ça, être aidé par des équipes et accessoirement être payé pour ça. Ça va venir tout doucement, mais ça prend du temps et malheureusement dans des cas atypiques, on n'a pas toujours dans le public des solutions toutes faites. En termes de process, c'était très compliqué. Quand j'ai demandé un serveur interne, on m'a dit oui, 3 mois après je l'avais. Quand j'ai voulu installer ma Debian dessus, je ne pouvais pas parce que j'étais limité à 150 mégas de téléchargement, donc pour télécharger l'ISO, pour l'installer, je ne pouvais pas, donc j'ai demandé une habilitation. Ensuite, j'ai installé ma Debian, j'ai vu que j'avais pas d'adresse IP, parce qu'il n'y avait pas de DHCP, j'ai dû configurer ça à la main. Ensuite, j'ai vu que j'avais pas Internet, parce qu'il fallait que je fasse une autre demande pour avoir Internet. Je ne vous raconte pas des blagues, bon, c'est en train de changer, heureusement, on s'est rendu compte que ça allait pas. Mais c'est pareil dans les grandes entreprises publiques, c'est un peu partout pareil, on met des process qui sont légitimes pour sécuriser ça. Mais quand on est un peu tout seul comme moi et qu'on n'est pas une DSI, effectivement, on n'a pas l'habitude de ces process-là. Et il y a celui qui tient le couteau de la tarte aux pommes, il y a celui qui épluche les pommes, celui qui va les mettre dans l'assiette, celui qui va les mettre dans le plat, celui qui connaît le four, celui qui a la doc du four. Enfin bref, il y a tout un tas d'intervenants. Et voilà, on découvre tout ça, on n'a pas de documentation. Moi, j'aime bien les docs, et malheureusement, on n'en a pas. Et souvent, quand on est hacker, on n'est pas forcément vu comme corporate. Alors que moi, j'aime mon entreprise, j'aime mes collègues, j'aime ma hiérarchie, faut le dire. En tout cas, certains.
Mais globalement, c'est pas toujours bien vu. Et si j'ai eu énormément de soutien de la part de notamment des acteurs locaux et d'autres acteurs du digital qui m'ont beaucoup accompagné là-dessus, il y a eu beaucoup de freins de la part des directions métiers, et notamment des outils de production qui sont un peu concurrents par rapport aux miens, qui ne comprenaient pas qu'on puisse mettre les données des agents dans leurs mains et que c'était inadmissible, etc. C'est une acculturation numérique, la transformation numérique, et je crois qu'on n'est pas en retard chez SNCF, au contraire, mais il y a encore toujours beaucoup de mentalités à changer. Et le problème, c'est jamais les machines, c'est jamais la technologie, c'est l'humain. Et il faut travailler dessus, ça prend du temps, mais c'est là où c'est gagnant. Bref, au niveau sécurité, oui, je suis tout seul, et effectivement, c'est compliqué de faire de la sécu tout seul. La première chose qu'ils ont faite chez SNCF, et c'était très bien, ils m'ont fait passer un audit. Donc pendant 2 semaines, je voyais les logs qui s'accumulaient, et les tests, j'avais des sueurs froides. Et finalement, c'était pas si mal. Parce que, non pas parce que je suis bon, je pense pas, mais j'ai un adage assez simple, c'est que si j'apprends quelque chose, on peut apprendre une faille de sécurité d'un côté ou une meilleure technique pour, je sais pas, pour stocker les mots de passe de manière fiable, etc. Je vais pas réinventer la roue, j'essaie de me baser dessus. Et si j'apprends que je peux mieux faire ce que j'ai fait, ça va prendre du temps, mais j'essaie de faire mieux. J'ai du mal à m'endormir en me disant il y a une meilleure techno qui marche mieux, qui est plus sûre, qui est plus sécure pour les données que je stocke, et c'est quand même pas mal de données privées. Voilà, il ne va pas passer beaucoup d'heures avant que je remette à coder et modifier mon code pour que ça soit un petit peu cohérent et qu'on ne puisse pas me reprocher de ne pas avoir fait le maximum. On ne peut jamais être parfait, mais on peut essayer de faire au mieux. Et je pense que la sécurité, c'est un peu ça. Bref. Et l'histoire de ce process, c'est qu'effectivement, en août 2014, donc j'ai lancé ce truc-là, pensant que ça pourrait peut-être marcher en tout cas en local. Il y a eu 50 inscrits le premier jour. Le lendemain, les Lorrains, j'habite à Strasbourg, hein, les Lorrains me contactaient en m'envoyant l'enroulement. Ça serait super si tu pouvais nous ajouter. Heureusement, j'avais prévu l'idée que ça puisse être un peu national. Donc, on a ajouté leurs données. Les Parisiens, la semaine d'après, en me demandant on pourrait ajouter ça, ça, ça et ça et ça. Parce qu'effectivement, on ne travaille pas de la même manière à Paris qu'on travaille en Alsace, qu'on travaille à Narbonne. Et tout ça il y avait pas mal d'adaptations, de réécriture et des mises en prod dans le TGV avec du Wi-Fi intermittent, j'en ai fait. Et franchement, ça marche. Hein. C'est pas un projet critique. Hein. On n'est pas dans la sûreté nucléaire ou quoi que ce soit. Mais bon, là, grosso modo, j'ai comme un taux de disponibilité qui fait rougir la plupart des personnes qui s'occupent d'outils de production en interne. Et au bout de 6 mois, on était 2000. Et là, la direction de la traction, donc les gens qui s'occupent des contrôleurs et des conducteurs, enfin des conducteurs, mais aujourd'hui ils s'occupent un peu plus des contrôleurs aussi, m'ont contacté en me disant un peu embêté et en même temps content, on va quand même t'aider. Oh, bah oui, ça serait sympa. Donc ils m'ont dit on va t'ouvrir les flux. Et effectivement, première réunion avec le responsable des outils métiers et les responsables des différents outils en question. Voilà, je vous présente Nicolas, il a fait Graou, alors je présente, ça sert à ça, etc. Et je me suis pris une volée de bois vert de la part des personnes qui s'occupaient des outils métiers. C'est inadmissible, on ne peut pas faire ça, on n'a pas confiance, etc. Et le problème, c'est que ce manque de confiance, finalement, de transparence entre les agents a fini par se distiller dans nos outils et a créé les fameux silos. Et on se dit surtout, on ne va pas partager nos données avec les autres, on a peur de faire ça. Et encore aujourd'hui, quand j'entends me dire ah non, on ne va pas désiloter, c'est une catastrophe. Ben si. Il faut que les gens se parlent. Si les gens se parlent, les données se parlent. Si les données se parlent, on crée de la valeur. Et Graou n'a aucun mérite si ce n'est ça. J'ai mélangé les données de production, les données open data de régularité, et ça a créé de la valeur pour les agents qui l'utilisent. Et encore aujourd'hui, c'est pas encore évident. Heureusement, j'ai des bons soutiens, notamment au digital, et notamment dans certains métiers qui ont bien compris qu'il y avait tout intérêt à se transformer là-dessus. Mais c'est pas gagné. Il y a beaucoup de pédagogie. Je passe beaucoup de temps au téléphone à expliquer, toujours Narbonne parce que je sais pas pourquoi je l'ai en tête, aucune histoire avec Narbonne, mais à appeler effectivement le responsable du poste de commande de Narbonne en disant écoute, voilà, j'ai entendu qu'il y avait des problèmes avec Graou, ouais, je comprends pas, ça m'embête, etc. On a passé une demi-heure, j'ai expliqué comment ça marche. Depuis, dès qu'il y a une modification de son côté dans son process, il m'appelle pour me dire attention, on va changer les données, ça marchera pour toi, t'es sûr? Donc une situation qui est très conflictuelle à la base, ça m'a pris du temps humain à passer des coups de fil, mais derrière on a désamorcé et j'ai un allié, et j'ai un ami en plus. Et des histoires comme ça, j'en ai des dizaines. Bref. Et dans surtout cette problématique finalement d'humain et de données, j'ai passé aussi un temps fou à nettoyer, balayer, astiquer, et de rien pour la chanson, parce que la donnée n'est pas toujours de qualité. L'open data, on fait attention parce que c'est une donnée qui est publique, mais en interne, la manière de travailler effectivement de Narbonne, de Toulouse, de Rennes ne va pas du tout être la même. Certains vont être très attentifs à respecter les normes et les process en cours, d'autres pas du tout, d'autres fonctionnent avec du papier. Donc, il y a des gens qui ont encore des grilles en papier pour commander les agents. Ils sont 10, ça fonctionne. Mais ça veut dire que je n'ai pas leurs données, donc on doit pouvoir les saisir à la main. Donc j'ai dû prévoir des outils pour saisir ces données à la main pour qu'ils puissent les créer pour les autres. Donc des fois, j'ai plus de données que la production n'en a. Simplement parce qu'il y a plus d'intérêt à remplir Graou des fois que de remplir les outils de production. C'est aberrant, mais il n'y a pas eu cette démarche d'accompagnement. On est en train de la mettre en place, mais c'est toujours pas le cas.
Bref, et le meilleur exemple de tout ça, c'est les engins moteurs. Si vous prenez un AGC, donc un AGC, c'est un moteur à grande capacité de bombardier, qui est très utilisé chez nous, notamment, il me semble qu'ici en région Rhône-Alpes également. Là, c'est exactement un BGC, donc c'est un autorail bimode, il est autant diesel qu'électrique, donc il a des pantographes et aussi un moteur diesel. 4 caisses, on va les séparer par 4 caisses. Moi, dans ma nomenclature, je l'appelle BGC 4C. À gauche, vous avez toutes les nomenclatures qui existent à travers la France des personnes qui saisissent les roulements. Ça, c'est pour le BGC. Il y a une centaine de séries d'engins. Je vous laisse imaginer la taille et le temps que je passe sur l'étape de conversion. Et tous les mois, ou même tous les jours, il y a des nouvelles saisies, et puis peut-être que c'est un nouveau gestionnaire de moyens, c'est une nouvelle personne qui va saisir, elle va peut-être inventer sa petite variante, etc. On n'a pas de nomenclature parce qu'on est traction et on n'est pas matériel. Matériel, ils ont une nomenclature qui existe, qui est fiable, qui est pensée. Mais comme on ne sait pas parler à la base, eh ben, on n'a pas de table de conversion. Donc c'est en train de venir, heureusement. Heureusement, on commence à avoir une forte DSI et Digital est là pour ça chez nous, pour dire au métier, il faut qu'on parle ensemble, il faut qu'on construise des bases de données qui soient un peu cohérentes. Mais pendant des années, ce n'était pas le cas. Mais parce que chez SNCF, il faut imaginer que dans 260 000 collaborateurs, on est autant de petites entreprises à droite à gauche qui fonctionnent en autonomie. Donc on est autant centralisé que décentralisé. Et c'est tout un dilemme et toute une complexité pour unifier tous ces gens, leur donner envie de s'unifier, leur donner envie de travailler ensemble. C'est pas gagné, mais ça avance, et ça avance de mieux en mieux. La preuve, Graou fonctionne et existe. Il y a 5 ans, tout le monde m'aurait dit, mais ça marchera jamais, c'est pas possible, techniquement et humainement parlant. Bref, ça, et quelques frayeurs aussi, parce que quand on est tout seul et qu'on s'amuse à faire son petit blog avec 20 visites par jour, c'est pas pareil que gérer 800 000 visites par jour. Donc, en haut, vous avez, alors très rapidement, donc c'est mon reverse proxy Apache, le nombre d'appels aux pages par pas de 5 minutes, donc avec une pointe à 8000 par exemple. Et en bas, vous avez le nombre de workers PHP. En gros, c'est le nombre de la motorisation que fait tourner PHP pour servir les pages, etc. En termes de mémoire, j'ai une capacité de 450 workers en dessous, donc c'est le trait rouge. Voilà. En général, c'est à 2 ou 3. Et là, c'était un samedi, et puis Graou, je vois que ça répond pas sur Twitter. Alors, en général, quand ça marche pas, dans la minute, je suis au courant. Hein. Donc, j'ai fait des mises en prod à 4h du matin, j'ai pris 1 heure de plus, j'avais 10 mails dans ma boîte. Comment ça fait, ça marche plus? Donc, c'est un peu stressant pour le coup. Et là, donc samedi après-midi, je reçois des petits messages, ça marche pas, ça ralentit, ça répond pas. Alors, je panique un peu, j'ouvre un peu mon terminal, je vois ce qui se passe, puis je vois ça, effectivement, je comprends pas. Je vois plein de pages qui restent en attente, qui chargent, etc. Je cherche, je comprends pas. Et j'ai passé ma journée dessus, à demander de l'aide un peu à droite à gauche, et je comprenais pas. Puis en plus, des moments où ça tombait complètement, où ça répondait plus pendant quelques minutes, et puis ça revenait. Et à 23h30, je me rends compte que dans un de mes scripts, il y avait une requête Ajax sur les numéros des voix. Et ce jour-là, le serveur des numéros de voix, qui n'est pas mon serveur à moi, qui est externe, ne répondait plus. Et avec un timeout de 60 secondes, avec 250 requêtes secondes, donc 250 pages demandées par seconde, avec 60 secondes de timeout, vous multipliez, ça tombe tout de suite, c'est évident. Donc j'ai passé le timeout, donc le temps que la page dise non, j'arrive pas à charger à 4 secondes et j'ai plus eu de problème. Et depuis, j'ai plus de problème. Mais ces genres de petits détails, je l'ai découvert sur le tas. Vous me direz, mais oui, c'est évident. Pour moi, ça l'était pas, je l'ai appris comme ça. Donc voilà, c'était un peu stressant. Depuis, ça tourne plutôt bien. Et pour éviter tout ce genre de problème, il y a une autre chose que j'ai faite, notamment au niveau de la donnée, au niveau de l'open data, c'est que pour maîtriser la plupart de mes nombres de requêtes qui sont forcément limités, j'ai fait en sorte de tout réhéberger. Toutes les 3 minutes, Graou va interroger la liste de tous les retards de tous les trains de France. Il va interroger toutes les gares Transiliens, parce que c'est pas la même API, donc il faut interroger gare par gare. Il y en a 436, ça prend 200 millisecondes environ par gare, et il recommence. Et je le sers à partir de Graou, ce qui veut dire que quand vous affichez les pages, j'ai un temps de réponse de 0,9 secondes pour 2000 requêtes SQL. Et ça va extrêmement vite, c'est optimisé pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est... ça me semble être assez normal vu les perfs du serveur, mais il n'empêche que c'est un outil qui est fluide et qui est rapide. Et vous prenez n'importe quelle application SNCF officielle qui affiche des horaires ou qui affiche ces choses-là, elle n'est pas aussi rapide. Parce que c'est dimensionné pour plus grand, parce que bien sûr, c'est pas la même techno. Moi, c'est une web app, et puis il y a pas mal de choses en cache. Mais l'idée était toujours d'optimiser à mort. J'ai passé énormément de temps à faire ça. J'ai appris beaucoup de choses, et je suis loin d'avoir tout appris, parce que c'est infini, je pense. Et voilà, c'était le genre de petites choses qui font peur, mais qui permettent d'apprendre. Bref. L'avantage quand même d'être tout seul, c'est que ça me donne une certaine autonomie, une certaine gouvernance dans ce que je fais, et de porter la vision que j'ai de l'outil, et visiblement c'est cette vision-là qui est utile et qui plaît à mes utilisateurs.
Ça m'a changé les technos sur lesquels je travaille. Encore une fois, le chemin le plus court, c'est souvent celui qu'on connaît. Donc oui, c'est du PHP. Et j'aime beaucoup PHP, c'est comme ça. J'aime pas du tout le JavaScript, mais je suis obligé de m'y mettre. Voilà. J'ai dû m'y mettre d'ailleurs. Et pas forcément de la meilleure manière, hein, mais voilà, j'apprends. Ce qui est intéressant en informatique, c'est ça, c'est de pouvoir apprendre et de pouvoir continuer de s'améliorer. Mais ça me permet de répondre rapidement, ça me permet de corriger rapidement. Et le plaisir de quand sur Twitter, quelqu'un vous dit bah, tiens, une fonctionnalité comme ça serait sympa, ou tiens, il y a un bug là, 20 minutes après, il dit ouais, c'est bon, c'est corrigé, ouais, c'est ajouté. Ok, j'ai pas fait mes tests. C'est sûr que peut-être que 2 heures après, il y a un effet de bord, il y a un truc qui va tomber. Mais c'est pas grave. Quelque part, je suis dans une dynamique de relation avec mes utilisateurs. Ils le savent, donc ils me pardonnent beaucoup de choses. Quelque part, est-ce que je vais passer des mois sans leur répondre, à bosser sur un truc, puis à faire un truc blindé qui marche bien, mais j'ai pas de communication avec eux? Ou est-ce que je vais me tromper, faire des erreurs, leur montrer que je débute un petit peu, que je fais du développement en amateur, mais en même temps, leur donner ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie. Et moi, ça me plaît plus, parce que j'aime bien être devant mon terminal, mais j'aime bien aussi être en face des personnes. Bref, pareil pour tout ce qui est suivi de bugs, et l'idée c'est qu'en bon flemmard et en bon développeur qui aime bien pas trop se casser la tête, j'ai mis en place des systèmes type Discourse, que vous connaissez sûrement, qui est fait par le fondateur de Stack Overflow, qui est une sorte de forum moderne et intelligent qui permet aux gens de devenir rapidement eux-mêmes modérateurs, parce qu'ils vont poster des réponses, ils vont être likés, et en fonction de leur statut, de leur réputation dans le système, ils vont devenir automatiquement, ils vont avoir plus de droits. Et ça a permis de fédérer une communauté de 3-4 000 personnes qui se répondent et qui s'auto-entretiennent. Et c'est très précieux pour moi, parce qu'ils vont des fois ranger les rapports de bugs, les demandes de fonctionnalités comme il faut, j'ai même pas besoin d'y toucher. Moi j'arrive dessus, j'ai plus qu'à transporter ça dans mon dépôt Git, et je vois les choses évoluer au fur et à mesure. Et c'est très précieux, parce que ça va d'avoir une idée de ce qui se passe, des discussions qu'il y a, des demandes. Je voulais faire de la carto absolument dans Graou, ça serait hyper pertinent, mais visiblement c'est pas une demande. Il y avait des choses beaucoup plus importantes avant. Donc on parle de démarche un peu d'expérience utilisateur, d'analyse, etc. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus justement pour comprendre quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs envies, avant finalement d'écouter les miennes et ma vision des choses. Même si j'étais mon premier utilisateur, forcément j'ai pas la science infuse sur ce que veulent la plupart de mes collègues. Bref. Et encore une fois, le soutien moral de l'entreprise, je le dis parce que je casse un peu du sucre des fois sur la partie DSI, mais ce que vous trouvez chez SNCF, vous allez le retrouver chez Orange, vous allez le retrouver ailleurs, et on essaye tous un petit peu, entre acteurs du digital aujourd'hui, de se dire on veut construire quelque chose d'un peu meilleur, d'un peu mieux, qui parle plus aux êtres humains pour lesquels on travaille, notamment avec tout ce qui est démarche UX, les méthodes agiles, etc., quand elles sont bien implémentées. Et c'est une vraie transformation qui est là. Je ne serais pas là à vous en parler aujourd'hui si SNCF ne se transformait pas vraiment. Et on a des gens super et des gens qui m'encouragent beaucoup et qui me donnent envie de me lever le matin, justement, pour continuer d'une part de faire Graou et d'autre part de faire d'autres outils sur lesquels je travaille aujourd'hui. Bref, tout ça. On en revient là au mot fondamental et un peu de la vision des choses que j'ai. C'est pour moi, le centre, c'est l'humain. On parle de digital. Pour moi, le digital, ce sont des doigts qui tapent sur des claviers. Mais ce sont des personnes. Et je ne vois pas à quoi sert finalement le numérique, à quoi servent les outils qu'on développe, si ce n'est pas finalement pour rendre service à ceux avec lesquels on collabore, ceux avec lesquels on travaille ou ceux qu'on aime, tout simplement. Voilà, j'adore passer ma nuit à compiler un driver d'imprimante, mais c'est souvent pour que le lendemain, mon gamin puisse imprimer des choses pour dessiner. C'est tout simple, mais la finalité, elle est là. C'est pas juste le driver d'imprimante. Bien sûr, c'est rigolo. Enfin, j'ai des passions bizarres, mais voilà. Cette idée de pro-perso, elle est importante aussi, parce que c'est la force de Graou, c'est de ne pas faire seulement un outil pour arranger les collègues, les utilisateurs en dehors du métier, c'est pour les arranger en dehors du métier et dans leur métier. Et c'est le lien entre leurs contraintes perso et leurs contraintes professionnelles qui va permettre justement, en les mettant au milieu dans un outil, dans une interface comme ça, d'amoindrir un peu ces contraintes-là et de faire en sorte que le passage de l'un à l'autre soit le plus serein possible. L'exemple que j'ai, et franchement je reçois des mails très souvent de collègues qui me disent qu'ils sont contents, qui me disent merci, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chefs de projet qui ont ça, mais c'est hyper gratifiant, ça donne envie d'aller plus loin. Et une contrôleuse notamment, ça m'a frappé, qui me disait voilà, je suis récemment divorcé, c'est très compliqué de m'organiser avec mon ex-mari par rapport aux enfants. Maintenant, il a mon planning dans sa poche, il sait quand est-ce que j'ai besoin de lui, et moi je pars au travail plus sereine. Un agent commercial des trains, une contrôleuse, c'est quelqu'un qui est au contact des clients, donc de vous. Si elle arrive et qu'elle a en tête tous ses soucis perso, si vous avez malheureusement oublié de composter votre billet, vous avez oublié d'aller la voir, peut-être qu'elle va vous mettre une prune. C'est prévu, c'est comme ça. Si elle est en forme, si elle est contente et que tout va bien, elle va s'intéresser à vous parce qu'elle aura oublié cette partie-là. Certes, je vous décris un schéma idéal, mais c'est ce qu'on appelle la QVT, la qualité de votre travail, c'est ça. C'est l'idée de se dire qu'on est suffisamment bien dans sa peau et suffisamment serein pour faire son travail de manière
efficace, chouette, et ben quand on a des clients en face, c'est super important quand même. Et un conducteur qui fait une annonce dans le train parce que il vous dit voilà, on roule à 320, c'est sympa, il fait beau dehors, il y en a quelques-uns comme ça qui ont cette capacité-là, c'est toujours plus plaisant que quelqu'un qui va tirer à la tronche et qui va pas partager des choses sur son métier. Bref, Graou ne répond pas à tous les problèmes, c'est pas la solution ultime, mais j'ai essayé à ma manière d'apporter un petit peu de bonheur, simplement en partageant ce que je savais faire. J'aime bien cette idée, comme disait Sean Penn dans Into the Wild, que le bonheur n'a de sens que s'il est partagé. Et ces données-là n'ont de sens que si elles sont partagées, elles n'ont de la valeur que finalement si on les met, on les partage ensemble, si on y collabore ensemble. Et pour terminer, et je trouve ça un peu rigolo, c'est qu'en partant simplement de ma joie de parser de l'XML avec du PHP en l'été 2014, je me suis retrouvé finalement à créer le premier outil collaboratif interne SNCF qui sert aujourd'hui à tous mes collègues, tous les jours, qui m'a servi beaucoup à moi. Et je m'éclate, mes collègues s'éclatent, et c'est un outil que j'ai envie de faire grandir, que j'ai envie de distribuer à droite à gauche, pour justement, encore une fois, montrer que le digital, avant tout, le numérique, avant tout, c'est de l'humain. Voilà, merci à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions, il est 10h50, on a un peu le temps. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question. Donc, quand tu as commencé la conférence, là, vite fait, tu as parlé du fait que ça faisait 15 ans que tu étais conducteur de train. J'aimerais savoir, toi, personnellement, comment tu as vécu, entre guillemets, ton passage entre je manipule un train et je manipule un clavier, en particulier pour du développement. Comment tu as subi, entre guillemets, cette reconversion dans le dev? Avec quel outil ou... Bon, je ne l'ai pas subi. J'ai un peu raconté ma vie. J'ai un bac littéraire. À la base, je suis musicien. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire que ce que j'aime. Donc forcément, autant vous dire qu'au lycée, c'était compliqué d'avoir des résultats corrects. C'est pas que j'ai fait un bac L, c'était plus facile. Et que ce que j'aime, c'était faire de la musique, c'était faire de l'informatique. Donc depuis les années fin des années 80, début 90, à l'époque, mes copains avaient des Nintendo, ils jouaient à Zelda. Moi, j'avais pas de console, mes parents voulaient pas, j'avais un Atari. Donc j'ai développé un Zelda. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout parce que la partie temps réel et concurrence des accès, j'arrivais pas à faire ça à 13-14 ans. Mais voilà. Et en fait, j'avais besoin de résoudre mes problèmes, j'avais besoin d'accéder à des choses auxquelles j'avais pas accès. Puis est arrivé Internet, et finalement avec foule de choses que j'avais plus besoin de faire, donc je m'en suis plus du tout occupé. J'ai plus fait de développement pendant des années et des années. Mais j'ai toujours fait de l'administration système parce que ça me plaisait bien, la sécurité réseau c'est intéressant, etc. Mettre des machines en réseau ensemble, faire du clustering à l'époque où ça émergeait un peu. Alors à un très faible niveau, encore une fois, c'est des grands mots pour pas grand chose, pour juste faire de la compilation distribuée sur 3-4 machines, voilà, que j'avais récupéré à droite à gauche. Derrière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des enfants en 2007-2008 et on a dû les mettre dans une crèche parentale. Et la crèche parentale, ce sont des parents qui emploient les salariés. Et on a un problème de confidentialité, c'est qu'on avait des ardoises, on écrivait à la main ce qui se passait pour chaque enfant, sauf que on savait un petit peu toute la vie de chaque enfant, et puis l'équipe n'avait pas forcément envie de remplir toujours la même chose pour 10 ardoises, donc problème de confidentialité, problème de déficience aussi du système. Et puis là, je me suis dit, c'est trop bête, il faudrait qu'on fasse un outil numérique qui soit dédié à ça. Je connaissais quasiment rien en PHP, je m'étais absolument pas mis, je me suis mis. Alors, on va tester ça, on va voir comment ça fonctionne. Puis j'ai fait un outil tactile, responsive. Alors c'était déjà 2010-2011, Bootstrap était sorti, ça m'a un peu sauvé la vie parce que j'y connaissais que dalle en CSS non plus. Donc depuis, voilà, j'ai un peu plus appris et c'est quand même plus sympa. Et puis j'ai fait cet outil-là. Et puis ça a bien marché, ça a vraiment rendu service aux parents, aux salariés, avec l'enfant au centre, encore une fois l'humain au centre. Et j'ai repensé à ce que je faisais au travail. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on tourne avec des interfaces qui tournent encore sur des écrans déportés de Windows 98 sur des serveurs en 2011. Et voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour nous, au moins qui nous intéresse. Et j'ai levé la main, je dis, je sais faire des trucs. On me dit, non, toi tu sais rouler, c'est tout. Donc j'ai fait ça dans mon coin. Je suis arrivé au bon moment, parce que c'est le moment où la direction digitale émergeait, et à se dire que tout ce qui est Shadow IT, tout ce qui est genre de choses, plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues, on va les prendre avec nous, on va les coacher, on va les aider. Et pour le coup, j'ai senti qu'il y avait tout d'un coup une brèche qui s'ouvrait, la possibilité justement de développer, d'apprendre des choses. On m'a dit, tu veux faire des formations, vas-y. Tu veux t'auto-former, on peut te coacher, etc. Donc je me suis lancé, je me suis beaucoup auto-formé sur pas mal de choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je revois le code d'il y a 4 ans, je ne vous raconte pas le délire. Mais voilà. Et puis à partir d'un moment, il y a 2 ans, je t'aurais pas dit que j'aurais changé de métier complètement et que les trains c'est fini. Il y a 2 ans, je disais encore ouais, je vais garder la compétence conduite parce que c'est quand même chouette de se balader. Avoir un métier comme ça très concret,
Quand on fait de l'informatique ou de la musique ou des choses un peu, on va dire, pas palpables, pas tangibles, je trouve qu'au niveau du cerveau, ça repose des choses en place. Tu amènes des clients d'un point A à un point B, le soleil se lève, se couche, c'est concret, c'est de la nature, c'est une machine diesel qui date d'il y a 40 ans. Bref, pour moi, c'était parfois nécessaire tout d'un coup d'abandonner mon algo qui faisait 300 lignes, de passer une journée de travail, et à la fin de la journée de travail, mon algo, il faisait plus que 20. Parce que je me suis dit, je suis complètement idiot, j'étais complètement le nez dedans. Bref. Il y a 1 an, donc il y a 2 ans, je disais ça. Aujourd'hui, non, parce que c'est tellement passionnant. Il se passe tellement de choses que j'aurais jamais le temps de faire le tour. Je suis en train de me mettre tout doucement à Angular et des choses comme ça. Et voilà, je découvre que finalement, le CSS, enfin le JS, ça peut être simple et peut-être plus pratique et plus sécure. En tout cas, on n'a pas besoin de tout réinventer à chaque fois. Donc, ça s'est fait quelque part naturellement, en fait. Aujourd'hui, je me pose plus la question. Ma voix, elle est là. Peut-être plus dans la direction UX, dans la direction accompagner l'émergence de nouvelles interfaces, de nouveaux besoins, plutôt que de développement, parce que passer mes journées à faire du dev, j'aime bien, mais j'ai aussi envie de dire des fois j'ai pas envie. La musique, c'est pareil. Un musicien, mes copains qui sont musiciens pro, ils font des choses juste pour manger et qu'ils n'aiment pas. Et j'aurais pas pu moi faire de ma vie de la musique dans des choses que j'aime pas. Voilà, c'est un tempérament. J'ai fait un choix. Ça m'a permis de donner une vie de famille qui soit chouette pour mes enfants et pour mon épouse aussi. Mais voilà, même si j'aurais préféré peut-être faire du dev à plein temps ou faire de la musique à plein temps, voilà. Mais c'est bien quand même aujourd'hui. Ouais, tout à l'heure, tu disais que la SNCF, tu avais rencontré pas mal de freins quand tu as voulu essayer juste de te faire aider par les gens dans le boulot. Et tu as eu aussi des boosters. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vu que ton projet, je pense, a une bonne crédibilité, est-ce que tu as eu des sponsors un peu plus officiels, je dirais? Ou est-ce que c'est toujours ton savoir qui tourne chez toi, chez OVH Alors, c'est chez Online. Non, c'est pareil. Disons que sponsor, oui, mais ça reste des médailles en chocolat. C'est super ce que tu fais, on est super content. Comment on peut t'aider? Je sais pas, donnez-moi de l'argent, donnez-moi des moyens, donnez-moi des devs. Ah ouais, mais c'est compliqué. Donnez-moi alors une carrière. Ah ouais, mais c'est compliqué, t'as qu'un bac. Donc voilà. Donc ce qui risque de se passer à terme, c'est que on va faire une entité différente pour proposer le projet en interne, etc. Donc c'est en train d'être construit, donc je peux pas encore trop dévoiler là-dessus. Encore une fois, le problème chez SNCF, c'est qu'une entité métier ne peut pas dire à une autre fais ça. Et l'entité digitale, autant me soutient à un moment, elle ne peut pas imposer à mon entité d'origine mère, qui est l'attraction, de lui dire, voilà, ce conducteur-là, il faut le transformer, lui donner ça. Ils n'ont pas la légitimité pour le faire, c'est un peu normal, puisqu'il n'y a pas de lien. Je suis un cas atypique. Il y en a d'autres, je ne suis pas le seul. J'ai un collègue qui était ancien contrôleur, qui est devenu aujourd'hui un des conseillers principaux de la communication en interne, parce que c'était son truc et parce qu'il a fait ce qu'il faut. Moi, je ne me vois pas aujourd'hui passer 3 ans, passer des diplômes pour ça. Alors, je vais faire une VAE, ce genre de choses, mais derrière, les sponsors que j'ai, aussi hauts soient-ils, n'ont pas suffi, en fait, pour faire avancer ces choses-là. Donc, on va trouver d'autres moyens pour que ça avance, pour que ce soit pérenne, parce que c'est paradoxal, encore une fois, le directeur des conducteurs et des contrôleurs de la branche métier, c'est mon premier soutien. Il est complètement convaincu de la pérennité de l'outil, convaincu que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il est lié par les gens qui sont en dessous de lui, qui, eux, ne veulent pas forcément avancer dans cette direction. Il ne peut pas les obliger par les contraintes, sinon il aura aussi un problème de productivité avec ces équipes-là. Il est obligé de ménager quelque part la chèvre et le chou. Donc la solution est quelque part médiane entre le sponsor que je peux avoir de cette personne-là, de ma direction aujourd'hui du digital, de trouver quelque part une solution pour que ça avance. Et encore une fois, c'est une question de transformation d'entreprise. Ça vient, tout doucement, mais c'est pas encore gagné. On aura, après, juste un petit détail, comme il est 57, donc après la section va s'arrêter. Je suis en bas après pendant 1 heure, de 11 à midi, au salon des conférenciers, donc il faut descendre tout en bas au village. Vous rentrez dans la grande salle, et à droite, il y a une petite salle où on pourra continuer d'échanger si vous voulez. Comme Léa Verrou ne vient pas, vous pouvez venir me voir. Vas-y, je t'en prie, dernière question. Bon, du coup, j'ai une petite dernière question. Moi, c'est sur la partie temps réel de l'application. Oui. Pour la partie des fameux retards de la SNCF, qui, je pense, du coup, chamboule absolument tout le fonctionnement de ton planning, parce que tout est basé là-dessus, tout est basé sur le temps. Comment ça s'est passé, l'intégration de cette particularité-là? Est-ce que tu as eu des problèmes? Alors, peut-être que j'ai pas fait la meilleure manière de faire, sûrement, mais ça m'a pas trop causé de problème. L'idée, c'est que j'ai de toute façon, toujours, dans l'outil, j'ai toujours une dimension théorique et une dimension temps réel. Pour moi, la théorie, c'est, prenons l'exemple de la journée de service de l'agent. Un agent, il va faire 4 trains,
c'est prévu comme ça, c'est décrété dans un planning théorique. C'est prévu 6 mois à l'avance, il le sait. Le jour même, cet agent finalement fait un train supplémentaire. Ce train-là, il existe dans le plan de transport. Il n'est pas rajouté. Alors, dans certains cas, il peut être rajouté, mais c'est des cas exceptionnels. J'avoue que ces cas-là, je ne les gère pas. Parce que ça va être 3-4 trains par semaine qui sont rajoutés sur l'ensemble du plan de transport. Sur les 15 000 trains par jour, voilà, je n'ai pas passé le temps. On me pardonne quelque part cette approximation-là. Donc l'agent va, lui, soit il va rajouter à la main dans sa journée de service ce train-là, soit, ce qui est le cas aujourd'hui, il y a une synchronisation avec les outils de production en temps réel. Sa journée va être modifiée. Et en fait, dans ma base de données, l'agent, je stocke simplement une ligne qui dit, ben voilà, il fait cette journée. Et que ça fait appel à la partie théorique. Si la journée est modifiée, là on crée une journée from scratch, j'ai un autre table qui contient pour le coup les données des journées utilisateurs. Et donc on a cette différence-là, c'est important parce que les agents vont voir que la journée de ce collègue-là n'est pas la même que celle prévue originellement, donc elle a une autre couleur, elle a un autre code, etc., une manière d'être affichée. Ça c'est pour la partie donc temps réel par rapport à la production côté agent, et côté temps réel côté horaire. L'idée, c'est que quand je vais faire des affichages d'horaires, donc type la page qu'on a vue avant, ou simplement la liste des arrêts, je cherche le théorique, et ensuite, je cherche le temps réel. Et pour moi, c'est deux tables, en fait, identiques, puisque ma table temps réel, en fait, est alimentée en continu par mes moulinettes qui vont chercher toutes les 3 minutes d'horaire. Et pour le coup, je l'augmente ou je l'infirme. S'il y a un arrêt qui est supprimé, je le supprime dans ce que je vais afficher. Mais en fait, à aucun moment, je vais avoir une donnée constituée qui va me dire, voilà, ce train-là, aujourd'hui, il a ces arrêts-là, celui supprimé et celui-là en retard. En fait, ce qu'il va avoir, c'est la liste des arrêts prévus, la liste qu'on appelle les disruptions dans le système de l'open data temps réel, et les disruptions de ce train-là aujourd'hui. Et je fais un mélange des deux. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé avant, mais sur la page où on a finalement tous les horaires, tous les prochains départs arrivés, il y a non seulement les trains voyageurs, mais il y a les frets, et il y a les trains d'acheminement du personnel ou les trains vides. Et c'est super important parce que ça, c'est une donnée qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Un agent qui va être acheminé d'un triage où il n'y a pas de train voyageur qui s'arrête, qui devait prendre le taxi, il sait que peut-être qu'il y a un TGV qui est acheminé vide pour se mettre en place en gare, il va pouvoir le prendre dedans et gagner peut-être 1 heure sur sa fin de service. C'est tout bête, mais 1 heure, c'est précieux. Donc voilà, et ce temps réel-là, j'augmente toujours le théorique du temps réel, à la demande, en fait, au moment où on affiche la page. Voilà, merci. Merci à vous.